Le règne des dinosaures, une période d'une ampleur géologique et biologique stupéfiante, s'est étendue sur environ 186 millions d'années, marquant les ères du Trias, du Jurassique et du Crétacé. Ces ères, souvent désignées sous le terme de Mésozoïque, représentent un chapitre fondamental dans l'histoire de la vie sur Terre, caractérisé par une diversification extraordinaire de formes de vie, des changements climatiques majeurs et des événements géologiques d'une magnitude considérable. La compréhension de cette période est cruciale pour appréhender l'évolution des écosystèmes, les mécanismes de l'extinction massive et la dynamique à long terme de la biosphère. Le Trias, qui a débuté il y a environ 252 millions d'années après l'extinction massive du Permien-Trias, la plus grande extinction de l'histoire de la Terre, a vu l'émergence des premiers dinosaures. Cette période initiale fut caractérisée par une terre relativement chaude et sèche, avec un supercontinent unique, la Pangée, qui influençait les courants océaniques et les régimes climatiques mondiaux. Les dinosaures, à leur début, étaient des animaux relativement petits et bipèdes, partageant les écosystèmes avec d'autres reptiles comme les crurotarsiens, ancêtres des crocodiliens, et d'autres archosaures. Des spécimens comme l'Eoraptor ou l'Herrerasaurus, découverts principalement en Amérique du Sud, fournissent des preuves essentielles de ces premières formes. Leur anatomie, notamment la posture érigée de leurs membres sous le corps, une caractéristique clé des dinosaures, leur conférait un avantage locomoteur certain, leur permettant potentiellement une meilleure endurance et une plus grande agilité par rapport à d'autres reptiles de l'époque qui avaient des membres écartés. La diversification au Trias fut progressive et ce n'est qu'à la fin de cette période que les dinosaures commencèrent à dominer certains niches écologiques suite à une extinction mineure mais significative à la fin du Trias qui affecta davantage les groupes concurrents. Le Jurassique, s'étendant d'environ 201 à 145 millions d'années avant notre ère, est souvent considéré comme l'âge d'or des dinosaures. Durant cette période, la Pangée commença sa fragmentation, formant le Gondwana au sud et la Laurasia au nord. Cette séparation des masses continentales eut des conséquences profondes sur le climat et la biogéographie. Des mers intérieures se formèrent, augmentant l'humidité globale et favorisant le développement de vastes forêts de conifères, de cycadophytes et de fougères arborescentes. Ces paysages luxuriants soutenaient une abondance de végétal, formant la base de chaînes alimentaires complexes. C'est au Jurassique que les sauropodes, tels que le Brachiosaurus, le Diplodocus et l'Apatosaurus, atteignirent des tailles colossales, devenant les plus grands animaux terrestres ayant jamais existé. Leur régime herbivore exigeait une consommation massive de végétation et leurs adaptations, telles que long cou et système digestif efficace, leur permettaient d'exploiter de vastes ressources végétales. Les prédateurs de cette époque étaient dominés par les théropodes, dont le célèbre Allosaurus, un prédateur agile et puissant qui chassait les grands herbivores. Les cieux étaient occupés par les ptérosaures, reptiles volants non dinosauriens, qui représentaient une diversité étonnante de formes et de tailles, du petit Rhamphorhynchus au plus grand Pterodactylus. Les premiers oiseaux, tels l'Archéoptérix, apparurent également au Jurassique, témoignant de l'évolution des théropodes aviens et marquant une étape cruciale dans l'histoire de la vie. Les océans, quant à eux, abritaient des reptiles marins impressionnants comme les ichthyosaures et les plésiosaures, adaptés à la vie aquatique et occupant les sommets des chaînes alimentaires marines. Le Crétacé, la dernière et la plus longue période de l'ère des dinosaures, s'est déroulée d'il y a 145 à 66 millions d'années. Cette période fut marquée par une fragmentation continentale encore plus poussée, aboutissant à une configuration des continents qui commençait à ressembler à celle d'aujourd'hui. Les continents se déplaçaient, les montagnes se formaient et les niveaux marins étaient généralement plus élevés, créant de vastes mers épicontinentales qui divisaient les masses terrestres et favorisant l'isolement des populations, stimulant ainsi la spéciation. Le climat global restait chaud, mais avec des variations régionales plus prononcées. Le Crétacé est particulièrement remarquable pour l'apparition et la radiation des plantes à fleurs ou angiospermes. Cette innovation botanique a révolutionné les écosystèmes terrestres, offrant de nouvelles sources de nourriture et de nouveaux habitats et conduisant à une coévolution complexe avec les insectes pollinisateurs. La diversification des dinosaures au Crétacé fut sans précédent. De nouveaux groupes de dinosaures herbivores sont apparus, tels que les cératopsiens, tricératops, des dinosaures à cornes et collerettes, ocelavois, dinosaures à bec de canard, connus pour leur vaste batterie dentaire adaptée au broyage de la végétation fibreuse, et les ankylosaures, des dinosaures blindés avec des massus osseuses au bout de leur queue. Ces herbivores développèrent des stratégies de défense sophistiquées, reflétant une pression de prédation intense.
Les prédateurs du Crétacé étaient autant impressionnants. Le Tyrannosaurus rex, emblème de la puissance prédatrice, dominait les écosystèmes nord-américains, tandis que d'autres grands théropodes comme le Giganotosaurus et le Spinosaurus régnaient sur d'autres continents. Les droméosaures ou raptors, tels que le Vélociraptor et le Deinonychus, étaient des prédateurs agiles et probablement grégaires, munis de griffes en forme de fossiles sur leurs pieds, témoignant d'une intelligence et d'une coordination de chasse remarquables. L'évolution des théropodes aviens se poursuivait et de nombreux groupes d'oiseaux modernes commençaient à prendre forme. Les océans, quant à eux, abritaient des reptiles marins impressionnants comme les ichthyosaures et les plésiosaures, adaptés à la vie aquatique et occupant les sommets des chaînes alimentaires marines. Le Crétacé, la dernière et la plus longue période de l'ère des dinosaures, s'est déroulée d'il y a 145 à 66 millions d'années. Cette période fut marquée par une fragmentation continentale encore plus poussée, aboutissant à une configuration des continents qui commençait à ressembler à celle d'aujourd'hui. Les continents se déplaçaient, les montagnes se formaient et les niveaux marins étaient généralement plus élevés, créant de vastes mers épicontinentales qui divisaient les masses terrestres et favorisant l'isolement des populations, stimulant ainsi la spéciation. Le climat global restait chaud, mais avec des variations régionales plus prononcées. Le Crétacé est particulièrement remarquable pour l'apparition et la radiation des plantes à fleurs ou angiospermes. Cette innovation botanique a révolutionné les écosystèmes terrestres, offrant de nouvelles sources de nourriture et de nouveaux habitats et conduisant à une coévolution complexe avec les insectes pollinisateurs. La diversification des dinosaures au Crétacé fut sans précédent. De nouveaux groupes de dinosaures herbivores sont apparus, tels que les cératopsiens, tricératops, des dinosaures à cornes et collerettes, ocellavois, dinosaures à bec de canard, connus pour leur vaste batterie dentaire adaptée au broyage de la végétation fibreuse, et les ankylosaures, des dinosaures blindés avec des massus osseuses au bout de leur queue. Ces herbivores développèrent des stratégies de défense sophistiquées, reflétant une pression de prédation intense. Les prédateurs du Crétacé étaient autant impressionnants. Le Tyrannosaurus rex, emblème de la puissance prédatrice, dominait les écosystèmes nord-américains, tandis que d'autres grands théropodes comme le Giganotosaurus et le Spinosaurus régnaient sur d'autres continents. Les droméosaures ou raptors, tels que le Vélociraptor et le Deinonychus, étaient des prédateurs agiles et probablement grégaires, munis de griffes en forme de fossiles sur leurs pieds, témoignant d'une intelligence et d'une coordination de chasse remarquables. L'évolution des théropodes aviens se poursuivait et de nombreux groupes d'oiseaux modernes commençaient à prendre forme. Les océans, quant à eux, abritaient des reptiles marins impressionnants comme les ichthyosaures et les plésiosaures, adaptés à la vie aquatique et occupant les sommets des chaînes alimentaires marines. Le Crétacé, la dernière et la plus longue période de l'ère des dinosaures, s'est déroulée d'il y a 145 à 66 millions d'années. Cette période fut marquée par une fragmentation continentale encore plus poussée, aboutissant à une configuration des continents qui commençait à ressembler à celle d'aujourd'hui. Les continents se déplaçaient, les montagnes se formaient et les niveaux marins étaient généralement plus élevés, créant de vastes mers épicontinentales qui divisaient les masses terrestres et favorisant l'isolement des populations, stimulant ainsi la spéciation. Le climat global restait chaud, mais avec des variations régionales plus prononcées. Le Crétacé est particulièrement remarquable pour l'apparition et la radiation des plantes à fleurs ou angiospermes. Cette innovation botanique a révolutionné les écosystèmes terrestres, offrant de nouvelles sources de nourriture et de nouveaux habitats et conduisant à une coévolution complexe avec les insectes pollinisateurs. La diversification des dinosaures au Crétacé fut sans précédent. De nouveaux groupes de dinosaures herbivores sont apparus, tels que les cératopsiens, tricératops, des dinosaures à cornes et collerettes, ocellavois, dinosaures à bec de canard, connus pour leur vaste batterie dentaire adaptée au broyage de la végétation fibreuse, et les ankylosaures, des dinosaures blindés avec des massus osseuses au bout de leur queue. Ces herbivores développèrent des stratégies de défense sophistiquées, reflétant une pression de prédation intense. Les prédateurs du Crétacé étaient autant impressionnants. Le Tyrannosaurus rex, emblème de la puissance prédatrice, dominait les écosystèmes nord-américains, tandis que d'autres grands théropodes comme le Giganotosaurus et le Spinosaurus régnaient sur d'autres continents. Les droméosaures ou raptors, tels que le Vélociraptor et le Deinonychus, étaient des prédateurs agiles et probablement grégaires, munis de griffes en forme de fossiles sur leurs pieds, témoignant d'une intelligence et d'une coordination de chasse remarquables. L'évolution des théropodes aviens se poursuivait et de nombreux groupes d'oiseaux modernes commençaient à prendre forme. Les océans, quant à eux, abritaient des reptiles marins impressionnants comme les ichthyosaures et les plésiosaures, adaptés à la vie aquatique et occupant les sommets des chaînes alimentaires marines. Le Crétacé, la dernière et la plus longue période de l'ère des dinosaures, s'est déroulée d'il y a 145 à 66 millions d'années. Cette période fut marquée par une fragmentation continentale encore plus poussée, aboutissant à une configuration des continents qui commençait à ressembler à celle d'aujourd'hui.
Les continents se déplaçaient, les montagnes se formaient et les niveaux marins étaient généralement plus élevés, créant de vastes mers épicontinentales qui divisaient les masses terrestres et favorisant l'isolement des populations, stimulant ainsi la spéciation. Le climat global restait chaud, mais avec des variations régionales plus prononcées. Le Crétacé est particulièrement remarquable pour l'apparition et la radiation des plantes à fleurs ou angiospermes. Cette innovation botanique a révolutionné les écosystèmes terrestres, offrant de nouvelles sources de nourriture et de nouveaux habitats et conduisant à une coévolution complexe avec les insectes pollinisateurs. La diversification des dinosaures au Crétacé fut sans précédent. De nouveaux groupes de dinosaures herbivores sont apparus, tels que les cératopsiens, tricératops, des dinosaures à cornes et collerettes, ocellavois, dinosaures à bec de canard, connus pour leur vaste batterie dentaire adaptée au broyage de la végétation fibreuse, et les ankylosaures, des dinosaures blindés avec des massus osseuses au bout de leur queue. Ces herbivores développèrent des stratégies de défense sophistiquées, reflétant une pression de prédation intense. Les prédateurs du Crétacé étaient autant impressionnants. Le Tyrannosaurus rex, emblème de la puissance prédatrice, dominait les écosystèmes nord-américains, tandis que d'autres grands théropodes comme le Giganotosaurus et le Spinosaurus régnaient sur d'autres continents. Les droméosaures ou raptors tels que le Vélociraptor et le Deinonychus, les théropodes, une catégorie fascinante et emblématique des dinosaures, représentent sans aucun doute l'un des groupes les plus reconnaissables et les plus étudiés de l'ère mésozoïque. Leur nom même, signifiant « pied de bête » en grec ancien, évoque immédiatement l'image de créatures puissantes et redoutables. Et c'est une description qui correspond parfaitement à la majorité des membres de ce clade. Ils sont caractérisés par une bipédie obligatoire ou facultative, des membres antérieurs souvent réduits mais parfois très spécialisés, et pour la plupart, un régime alimentaire carnivore. Cependant, il est crucial de noter que cette généralisation ne couvre pas l'intégralité de la diversité théropodienne, et des exceptions notables existent, notamment parmi les formes aviaires et certains groupes non aviaires qui ont développé des régimes omnivores ou herbivores au cours de leur évolution. L'histoire évolutive des théropodes est une saga s'étendant sur plus de 160 millions d'années, débutant au Trias supérieur, il y a environ 230 millions d'années, avec des formes primitives de petite et moyenne taille. Des genres comme Eoraptor ou Herrerasaurus, bien que parfois placés en dehors des théropodes stricts par certaines classifications, partagent de nombreuses caractéristiques ancestrales avec ce groupe et illustrent les stades précoces de son développement. Ces premiers théropodes étaient généralement des prédateurs agiles, chassant des proies plus petites ou des charognes, et ils ont rapidement diversifié leur morphologie et leur stratégie de chasse au cours du Jurassique inférieur. Au Jurassique, les théropodes ont connu une radiation évolutive majeure, donnant naissance à une multitude de lignées distinctes. Les cératosaures, avec des représentants comme Ceratosaurus lui-même, caractérisés par une corne nasale distinctive et parfois des ornements crâniens, et les abélisauridés, tels que Carnotaurus, avec ses bras extrêmement courts et sa tête ornementée de cornes, ont émergé en tant que prédateurs dominants dans les écosystèmes gondwaniens. Parallèlement, les tétanures, un groupe comprenant la majorité des théropodes ultérieurs, se sont diversifiés de manière spectaculaire. Parmi eux, les mégalosauroïdés, dont Megalosaurus, l'un des premiers dinosaures décrits scientifiquement, et les spinazouridés, avec leurs gueules allongées de type crocodilien et leurs impressionnantes voiles dorsales, comme Spinosaurus, sont devenus des figures emblématiques. Spinosaurus est particulièrement remarquable pour son adaptation à un mode de vie semi-aquatique, illustrant une divergence écologique significative au sein des théropodes. Les allosauroïdes, un autre rameau majeur des tétanures, ont également prospéré au Jurassique et au Crétacé inférieur. Des genres comme Allosaurus, un prédateur de taille moyenne à grande, caractérisé par des crêtes osseuses au-dessus des yeux et une gueule puissante capable de trancher la chair, étaient des superprédateurs dans les écosystèmes laurassiens. Leurs descendants, les Carcharodontosauridés, tels que Carcharodontosaurus et Giganotosaurus, ont atteint des tailles colossales au Crétacé supérieur, rivalisant voire dépassant le célèbre Tyrannosaurus rex en longueur, et étaient les prédateurs apicaux dans nombreuses régions du monde, notamment en Amérique du Sud et en Afrique. Leurs dents étaient souvent latéralement aplaties et dentelées, ressemblant à des lames de couteau, parfaites pour infliger des blessures massives et provoquer des hémorragies chez de grandes proies. Cependant, la culmination de l'évolution des théropodes, de moins en termes de reconnaissance populaire, est souvent associée aux tyrannosauroïdes. Bien que leurs origines remontent au Jurassique avec des formes plus petites et agiles, c'est au Crétacé supérieur qu'ils ont véritablement dominé.
Leurs caractéristiques distinctives incluent une tête massive et large, des dents épaisses et coniques adaptées pour broyer les os, des membres antérieurs surprenamment petits mais musclés et des membres postérieurs puissants conçus pour la course et la charge. Tyrannosaurus rex, le roi des lézards tyrans, est sans doute le théropode le plus célèbre de tous. Son rôle de superprédateur dans les écosystèmes d'Amérique du Nord, capable de s'attaquer à de grands hadrosaures et cératopsiens, est amplement documenté par le registre fossile. La question de savoir si T-Rex était principalement un chasseur actif ou un charognard opportuniste a fait l'objet d'un débat académique intense. Mais la majorité des preuves suggèrent une combinaison des deux, comme pour de nombreux grands prédateurs modernes. L'efficacité de sa morsure, calculée à plus de plusieurs tonnes par centimètre carré, est la plus puissante connue chez un animal terrestre. Au-delà de ces géants emblématiques, la diversité des théropodes s'étend à des groupes plus petits mais tout aussi fascinants. Les coélurosaures, un clade vaste et diversifié, englobent non seulement les tyrannosaures, mais aussi une myriade d'autres lignées, y compris les oiseaux. Les ornithomimosaures, les mimiques d'oiseaux, tels que Gallimimus ou Strutimimus, étaient des théropodes édentés et rapides, avec de longs coups et de petite taille, souvent considérés comme des omnivores ou herbivores. Les Alvarezarsauridae, petits théropodes avec un seul doigt hypertrophié et de minuscules bras, sont interprétés comme des insectivores spécialisés fouillant les nids de termites. Les Dromaeosauridae, ou raptors, comme Velociraptor et Deinonychus, sont devenus célèbres pour leurs griffes en fossiles sur le deuxième orteil, leurs corps agiles et leur stratégie de chasse potentiellement coopérative. Leurs membres antérieurs étaient bien développés et adaptés à la saisie, et leur queue rigidifiée par des tendons ossifiés leur conférait équilibre et agilité. La présence de plumes est maintenant bien établie pour de nombreux Dromaeosauridae, suggérant des liens étroits avec les oiseaux. Les Troodontidae, avec leurs grands cerveaux et leurs yeux, sont considérés comme parmi les dinosaures non aviaires les plus intelligents, avec une vision stéréoscopique et potentiellement nocturne. Leurs dents, de petite taille et très nombreuses, suggèrent un régime alimentaire omnivore. Les Therizinosaures, parfois appelés les faucheurs, représentent une énigme évolutive. Bien que clairement des théropodes, ils ont développé une morphologie atonnante herbivore, avec de grandes cliffes sur leurs mains qui étaient probablement utilisées pour couper la végétation et un large intestin. Therizinosaurus lui-même possédait les plus longues cliffes connues de tout animal terrestre, atteignant près de mètres de longueur. L'évolution des théropodes culmine avec l'émergence des oiseaux. Il est aujourd'hui universellement accepté que les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures théropodes et qu'ils constituent en fait des dinosaures théropodes vivants. Des fossiles comme Archaeopteryx, le célèbre chaînon manquant du Jurassique supérieur, montrent une mosaïque de caractéristiques reptiliennes et aviaires, y compris des plumes bien développées. Des découvertes ultérieures, notamment en Chine, ont révélé une abondance de dinosaures théropodes à plumes non aviaires, solidifiant cette connexion et démontrant que les plumes n'étaient pas exclusives aux oiseaux, mais une caractéristique ancestrale de nombreux coélurosaures. La compréhension de la transition entre les théropodes non aviaires et les oiseaux est l'un des domaines les plus actifs de la paléontologie des vertébrés. Des caractéristiques comme la furcula, os de la forette, les os creux, la présence de pochettes aériennes et certains types de plumes se retrouvent chez de nombreux théropodes non aviaires bien avant l'apparition des premiers oiseaux. La physiologie des théropodes est également un domaine d'étude intense. La question de leur métabolisme est complexe. Alors que les reptiles modernes sont ectothermes, la taille, la rapidité et la nécessité énergétique des théropodes prédateurs de grande taille, ainsi que la présence de plumes, suggèrent un métabolisme plus élevé, potentiellement endotherme ou mésotherme. La croissance rapide observée dans les cernes de croissance osseuse de nombreux théropodes, comparable à celle des oiseaux et des mammifères modernes, renforce cette hypothèse. En termes de comportement, bien que le registre fossile ne puisse offrir qu'un aperçu limité, certaines preuves suggèrent des comportements sociaux chez certains théropodes. Des traces de dinosaures montrant des groupes se déplaçant ensemble et des accumulations de fossiles de plusieurs individus du même genre ont été interprétés comme des indices de vie en groupe ou de chasse coopérative, notamment chez les Dromaeosauridae et certains Allosauroïdes. Les soins parentaux sont également évoqués pour certains théropodes, notamment les oviraptorosaures, qui ont été trouvés couvant leur nid, un comportement similaire à celui des oiseaux modernes. La disparition de la plupart des théropodes non aviaires, comme de l'ensemble des dinosaures non aviaires, est survenue à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, lors de l'événement d'extinction du Crétacé paléogène, probablement causé par l'impact d'un astéroïde massif. Seuls les oiseaux, une lignée de théropodes aviaires, ont survécu à cette catastrophe, perpétuant l'héritage des dinosaures jusqu'à nos jours.
L'étude des théropodes continue de révéler de nouvelles informations et de défier les conceptions préexistantes. Chaque nouvelle découverte fossile, chaque nouvelle analyse morphologique ou phylogénétique enrichit notre compréhension de ces prédateurs incroyables et de leur place dans l'histoire de la vie sur Terre. Ils restent des icônes de puissance et d'adaptabilité et leur influence sur les écosystèmes mésozoïques fut profonde et durable. Les sauropodes, une catégorie de dinosaures qui incarne l'apogée de la gigantisme terrestre, représente sans doute l'une des figures les plus emblématiques de la mégafaune préhistorique. Leur simple évocation projette l'esprit vers des paysages du Jurassique et du Crétacé où des silhouettes colossales se déplaçaient avec une majesté lente, broutant la végétation dense qui tapissait les continents. Ces lézards à pied se caractérisent par une anatomie singulière, presque archétypale, qui a permis leur succès évolutif pendant plus de 100 millions d'années. Leur corps est généralement décrit comme massif, doté d'un très long cou, d'une petite tête relativement au reste de leur corps, de 4 pattes épaisses et cylindriques et d'une longue queue souvent utilisée comme contrepoids ou, dans certains cas, comme fouet de défense. L'étude des sauropodes est une fenêtre ouverte sur les mécanismes de l'évolution des vertébrés et sur les limites physiques que la vie peut atteindre sur Terre. Leurs dimensions extraordinaires soulèvent des questions fondamentales en physiologie, en biomécanique et en écologie paléontologique. Comment un animal pouvait-il pomper le sang jusqu'à un cerveau situé à plusieurs mètres au-dessus du sol? Comment leurs os, malgré leur taille, résistaient-ils aux contraintes mécaniques colossales? Comment un métabolisme pouvait-il soutenir une telle masse corporelle, nécessitant des tonnes de nourriture quotidiennement? Parmi les sauropodes les plus célèbres, le genre Brachiosaurus est souvent cité comme un exemple typique de la morphologie de ces géants. Son nom, signifiant lézard à bras, fait référence à la longueur inhabituelle de ses membres antérieurs, plus longs que ses membres postérieurs, ce qui lui conférait une silhouette inclinée vers l'avant, le cou dressé tel un gratte-ciel organique. Cette particularité anatomique suggère une adaptation à la navigation dans la canopée, lui permettant d'atteindre des feuillages que d'autres herbivores ne pouvaient pas atteindre. Des découvertes faites notamment dans la formation de Morrison en Amérique du Nord ont mis au jour des squelettes relativement complets de Brachiosaurus altithorax, permettant de reconstituer une image précise de ces animaux. On estime que Brachiosaurus pouvait atteindre une longueur de 26 mètres et peser entre 30 et 60 tonnes, des chiffres qui donnent une idée de l'ampleur de ces créatures. Un autre géant emblématique est le Diplodocus, dont la silhouette est également très reconnaissable. Contrairement à Brachiosaurus, Diplodocus avait une posture plus horizontale, avec un cou et une queue extrêmement longs, souvent représentés en équilibre. Sa queue, en particulier, pouvait mesurer jusqu'à 13 mètres de long, composée de plus de 80 vertèbres caudales, ce qui en fait l'une des plus longues connues chez les animaux terrestres. La fonction exacte de cette queue a fait l'objet de nombreuses spéculations, contrepoids, moyens de communication ou même armes de défense puissantes capables de générer un crack supersonique si elle était fouettée à grande vitesse. Le Diplodocus, avec des longueurs atteignant jusqu'à 27 mètres, était un brouteur qui se nourrissait probablement de végétation basse, utilisant son cou pour couvrir une large zone sans avoir à déplacer son corps massif. Le Apatosaurus, autrefois connu sous le nom de Brontosaurus, est un autre genre célèbre de sauropodes, également issu de la formation de Morrison. Sa réhabilitation récente en tant que genre distinct a été un événement notable en paléontologie, soulignant la complexité de la classification et de l'identification au sein des dinosaures. Apatosaurus était un animal robuste, plus lourd que Diplodocus pour une longueur similaire, avec un cou et une queue puissants. Son squelette indique une musculature forte, suggérant qu'il était capable de se défendre contre de grands prédateurs de son époque, comme le Allosaurus. Ces exemples ne sont qu'une infime partie de la diversité des sauropodes. Au sein de ce groupe, on distingue plusieurs clades, tels que les diplodocidés, les macronariens, les titanosaures, chacun avec ses propres spécificités anatomiques et évolutives. Les titanosaures, en particulier, sont devenus le groupe dominant de sauropodes au Crétacé, atteignant des tailles colossales et présentant une distribution géographique mondiale. Des exemples comme Argentinosaurus, dont les restes fossiles découverts en Argentine suggèrent des longueurs dépassant les 30 mètres et des poids de plus de 70 tonnes, témoignent de l'apogée des géants. Ces vertèbres massives, mesurant plus d'1,5 mètre de haut, sont une preuve directe de l'échelle extraordinaire de ces animaux. Le Patagotitan maiorum, un autre titanosaurie argentin, est souvent cité comme le plus grand animal terrestre ayant jamais vécu, avec des estimations de masse qui dépassent les 69 tonnes. La physiologie des sauropodes est un sujet d'étude complexe.
Leur système cardiovasculaire, par exemple, devait être exceptionnellement puissant. Pour pomper le sang d'un cœur situé dans le thorax jusqu'à un cerveau perché à plusieurs mètres de hauteur, une pression artérielle extrêmement élevée était nécessaire. Des modèles suggèrent des pressions systoliques pouvant atteindre plusieurs centaines de millimètres de mercure, bien au-delà de ce que l'on observe chez les animaux modernes. Cette pression aurait nécessité un cœur d'une taille et d'une puissance considérables, dont le fonctionnement aurait engendré une chaleur métabolique significative. Leur régime alimentaire était exclusivement herbivore. Leurs petites têtes, équipées de dents en forme de spatule ou de piquet, n'étaient pas adaptées à une mastication élaborée. Au lieu de cela, il est probable qu'ils avalaient de grandes quantités de végétation sans la broyer finement. Des gastrolites ou pierres d'estomac ont été découverts associés à des squelettes de sauropodes, suggérant qu'ils utilisaient ces pierres pour aider à la digestion mécanique des fibres végétales, dans leur estomac, un processus similaire à celui observé chez certains oiseaux. La quantité de nourriture nécessaire pour maintenir une telle masse corporelle était astronomique. Des estimations suggèrent que les plus grands sauropodes devaient consommer plusieurs centaines de kilogrammes, voire plus d'une tonne de végétation par jour. Cette exigence alimentaire a probablement façonné leur comportement, les forçant à passer la majeure partie de leur temps à se nourrir et à migrer vers de nouvelles zones de pâturage. Le mode de vie des sauropodes était vraisemblablement grégaire, ou du moins les jeunes se déplaçaient en groupe. Des pistes fossilisées découvertes dans diverses localités ont révélé des empreintes de pas de sauropodes de différentes tailles se déplaçant dans la même direction, indiquant une forme de comportement social, voire des migrations saisonnières. La formation de troupeaux offrait une protection contre les grands théropodes prédateurs, les jeunes et les individus plus faibles étant mieux protégés au sein d'un groupe. La reproduction des sauropodes est également un domaine d'intérêt. Des nids fossilisés contenant des œufs ont été découverts notamment en Argentine et en Inde, fournissant des indices sur leur stratégie de ponte. Les œufs de sauropodes étaient relativement petits par rapport à la taille des adultes, ce qui est une caractéristique courante chez les grands reptiles. Les nouveau-nés étaient minuscules, mesurant seulement quelques dizaines de centimètres, et devaient connaître une croissance rapide pour atteindre leur taille adulte en quelques décennies. La longévité des sauropodes est une autre question fascinante. Étant donné leur taille et leur taux de croissance rapide, il est plausible qu'ils aient vécu plusieurs dizaines d'années, voire plus d'un siècle pour les plus grands spécimens. Une longue période de croissance est typique des animaux de grande taille, ce qui leur permet d'accumuler la masse corporelle nécessaire avant d'atteindre la maturité sexuelle. L'extinction des sauropodes, comme celle de nombreux autres groupes de dinosaures non avians, est liée à l'événement de la limite Crétacé-Paléogène, il y a 66 millions d'années. Cet événement catastrophique, probablement causé par l'impact d'un astéroïde majeur, a entraîné des changements environnementaux radicaux et rapides, auxquels les grands herbivores, dépendant d'abondantes ressources végétales, n'ont pas pu s'adapter. Parmi les sauropodes, certains lignages avaient déjà commencé à décliner bien avant cet événement, tandis que d'autres, comme les titanosaures, ont prospéré jusqu'à la fin du Crétacé, démontrant une résilience évolutive notable. L'héritage des sauropodes est immense. Il continue de captiver l'imagination populaire et scientifique, symbolisant la splendeur et la grandeur du monde préhistorique. Leur étude a révolutionné notre compréhension de la paléontologie des vertébrés, stimulant des recherches interdisciplinaires en ostéologie, en biomécanique, en paléoclimatologie et en écologie. La découverte continue de nouveaux spécimens, l'application de technologies d'imagerie avancées et le développement de modèles informatiques sophistiqués continuent d'affiner notre compréhension de ces géants pacifiques, révélant de nouveaux détails sur leur biologie, leur comportement et leur place dans l'histoire de la vie sur Terre. Ils demeurent des exemples éloquents de la puissance de l'évolution pour produire des formes de vie d'une échelle et d'une complexité extraordinaires. Les ornithopodes, un clade particulièrement fascinant au sein de l'ordre des ornithischiens, constituent un groupe de dinosaures herbivores bipèdes qui ont connu une diversification et une expansion remarquables au cours du Mésozoïque, en particulier durant le Crétacé. Leur nom, littéralement « pied d'oiseau », est une référence à la structure de leur bassin, qui présente des similitudes superficielles avec celui des oiseaux modernes, bien qu'ils ne soient pas directement liés. Ces animaux sont caractérisés par une série d'adaptations anatomiques qui ont optimisé leur capacité à brouter la végétation et à échapper aux prédateurs, façonnant ainsi leur succès évolutif. L'une des caractéristiques les plus distinctives des ornithopodes réside dans leur dentition et leur appareil masticator. Contrairement aux sauropodes, qui avalaient souvent de grandes quantités de matière végétale peu mastiquée, les ornithopodes ont développé des batteries de dents hautement spécialisées. Ces dents, souvent organisées en rangées serrées, formaient une surface occlusale capable de broyer efficacement les végétaux fibreux.
Le remplacement constant des dents, un phénomène appelé polydontie, garantissait une efficacité de mastication durable tout au long de la vie de l'animal, compensant l'usure intensive. Le mouvement de la mâchoire lors de la mastication, souvent décrit comme une action de cisaillement ou de broyage, était permis par une articulation particulière et des muscles mandibulaires puissants permettant une préparation mécanique avancée des aliments avant la digestion. Cette capacité à traiter la nourriture était un avantage considérable dans des environnements où la flore était de plus en plus diverse et résistante, notamment avec l'émergence des plantes à fleurs. La locomotion des ornithopodes était principalement bipède. Cette posture leur conférait plusieurs avantages. Elle libérait les membres antérieurs, qui pouvaient être utilisés pour manipuler la végétation, mais surtout, elle permettait une course rapide et agile. Les membres postérieurs étaient robustes, souvent caractérisés par des tibias plus longs que les fémurs chez certaines formes juvéniles ou plus petites, une adaptation typique chez les animaux coureurs. La queue, musclée et souvent rigide, servait de contrepoids pour l'équilibre lors de la course et des changements de direction rapides, mais aussi comme gouvernail. Des traces fossiles confirment cette bipédie, montrant des empreintes de pas espacées et linéaires, indiquant une démarche efficace. Certaines formes, en particulier les plus grandes et les plus lourdes comme les hadrosauridés adultes, pouvaient adopter une posture quadrupède lorsqu'elles se nourrissaient ou se reposaient, distribuant leur poids sur leurs 4 membres, mais leur squelette restait fondamentalement adapté à la bipédie. La diversité des ornithopodes est vaste, englobant une gamme de tailles, de formes et d'adaptations. Parmi les groupes les plus connus figurent les iguanodontidés et les hadrosauridés. Les iguanodontidés, comme leur nom l'indique, sont emblématiques de l'iguanodon, l'un des premiers dinosaures décrits scientifiquement. Ces dinosaures du Crétacé inférieur se distinguaient par un pouce ossifié en forme de pic, dont la fonction a longtemps été débattue, mais qui est aujourd'hui généralement interprétée comme une arme défensive ou un outil pour briser la végétation. L'iguanodon, avec ses spécimens atteignant jusqu'à 10 mètres de long, était un animal robuste capable de se défendre contre les prédateurs de son époque. Les hadrosauridés, ou dinosaures à bec de canard, représentent l'apogée évolutif des ornithopodes. Apparus au Crétacé supérieur, ils ont connu un succès écrasant et sont devenus les herbivores dominants dans nombreux écosystèmes. Leur nom vient de leur museau large et aplati, dépourvu de dents à l'avant, formant un bec kératinisé, idéal pour arracher de grandes quantités de végétation. Leur dentition, encore plus sophistiquée que celle des iguanodontidés, était constituée de centaines de dents organisées en batteries dentaires complexes permettant un broyage intensif. La morphologie de leur crâne était également remarquablement diversifiée. Certains hadrosauridés, comme les lambosaurinés, arboraient des crêtes osseuses creuses et élaborées sur leur tête. Ces crêtes, qui variaient considérablement en forme et en taille entre les espèces, sont interprétées comme des structures de signalisation visuelle et acoustique. Elles pouvaient servir à la reconnaissance interspécifique, à l'affichage sexuel ou même à la production de sons, amplifiant les vocalisations à travers des résonateurs internes. La présence de fosses nasales profondes et de passages respiratoires complexes à l'intérieur de ces crêtes suggère des fonctions liées à l'odorat ou à la régulation thermique. D'autres hadrosauridés, les hadrosaurinés, présentaient des crânes plus plats mais non moins complexes, avec des narines larges et des structures faciales qui pouvaient aussi servir à l'affichage. Le Parasaurolophus, avec sa longue crête tubulaire orientée vers l'arrière, est un exemple frappant de la complexité acoustique des lambosaurinés. Des reconstitutions sonores basées sur la morphologie de sa crête suggèrent des vocalisations profondes de basse fréquence, potentiellement utilisées pour la communication à longue distance au sein du troupeau ou pour alerter d'un danger. Le comportement social des ornithopodes est également un sujet d'étude intensif. Les preuves fossiles, notamment les lidos massifs contenant des centaines d'individus de la même espèce, suggèrent que de nombreux ornithopodes, en particulier les hadrosauridés, vivaient en groupe, voire en grands troupeaux. Cette grégarité aurait pu offrir une protection accrue contre les prédateurs grâce à l'effet de nombre, à une vigilance collective et potentiellement à une défense coordonnée. Des pistes fossiles de troupeaux confirment ces hypothèses, montrant des animaux se déplaçant ensemble. La nidification et les soins parentaux sont également attestés chez certains ornithopodes. Les découvertes de nids fossiles, tels que ceux de Maiasaura, bonne mère lézard, ont révélé des preuves de colonies de nidification et de soins apportés aux jeunes. Les œufs étaient pondus dans des nids en cuvette et les juvéniles étaient nourris dans le nid jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille suffisante pour se débrouiller seuls. Cette stratégie de reproduction, impliquant une période de dépendance des jeunes, est rare chez les reptiles modernes, mais courante chez les oiseaux et les mammifères, soulignant un niveau de complexité comportementale avancé chez ces dinosaures.
L'évolution des ornithopodes est marquée par une augmentation progressive de la taille corporelle et de la complexité des adaptations alimentaires et sociales. Les formes basales, comme l'Hypsilophodon du Crétacé inférieur, étaient de petits animaux agiles mesurant seulement quelques mètres de long. Ils représentaient probablement des nicheurs spécialisés dans la consommation de végétaux bas. Au fil du temps, la lignée a évolué vers des formes plus grandes et plus robustes, culminant avec les Hadrosauridés géants qui pouvaient atteindre 15 mètres de long et peser plusieurs tonnes. Cette augmentation de taille est souvent corrélée à une capacité accrue à digérer des aliments de moindre qualité, à une meilleure défense contre les prédateurs et à une durée de vie potentiellement plus longue. La distribution géographique des ornithopodes est vaste, couvrant tous les continents. Des fossiles ont été découverts en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique et même en Antarctique, témoignant de leur capacité à s'adapter à une grande variété d'environnements climatiques et écologiques. Cette ubiquité est un indicateur de leur succès écologique et de leur rôle central dans les chaînes alimentaires mésozoïques. L'étude des ornithopodes continue de fournir des informations cruciales sur la vie des dinosaures et l'évolution des écosystèmes terrestres. Les progrès technologiques, tels que l'imagerie par tomodensité scan, permettent d'examiner en détail l'intérieur des crânes, révélant la structure du cerveau, de l'oreille interne et des voies respiratoires et offrant des aperçus sans précédent sur les capacités sensorielles et cognitives de ces animaux éteints. La paléohistologie, l'étude microscopique des tissus fossiles, permet d'analyser les taux de croissance, les cycles de vie et la physiologie des ornithopodes, suggérant des métabolismes plus complexes que ceux des reptiles modernes. En somme, les ornithopodes représentent un chapitre essentiel dans l'histoire des dinosaures. Leurs adaptations à la vie végétarienne, leur locomotion bipède efficace, leur diversité morphologique, leur comportement social complexe et leur succès écologique ont fait d'eux des acteurs majeurs des écosystèmes mésozoïques. Leur héritage fossile continue d'enrichir notre compréhension de l'évolution et de la biodiversité passée de notre planète. Les cératopsiens, littéralement visage à cornes, constituent un groupe de dinosaures ornithiciens, herbivores et quadrupèdes, caractérisés par la présence de becs, de rangées de dents modifiées pour le broyage de la matière végétale et, de manière la plus emblématique, de cornes faciales et de collerettes osseuses à l'arrière du crâne. Leur règne s'étendit principalement durant le Crétacé supérieur, avec une diversification significative en Laurasie et plus particulièrement en Amérique du Nord et en Asie. L'étude des cératopsiens révèle une remarquable évolution morphologique. Les formes primitives, telles que le Psittacosaurus, présentent déjà un bec puissant et une tendance à l'épaississement de la peau. Mais leurs cornes sont embryonnaires, voire absentes, et leurs collerettes rudimentaires. Ces premiers cératopsiens étaient généralement bipèdes ou facultativement bipèdes, et de taille modeste, ne dépassant souvent pas 2 mètres de longueur. Le Psittacosaurus, par exemple, est célèbre pour ses nombreuses espèces et sa répartition géographique étendue en Asie. Il possédait des structures que certains interprètent comme des précurseurs des cornes, de petites protubérances jugales et des soies ou filaments sur la queue, une découverte qui a modifié notre compréhension de la couverture tégumentaire des dinosaures. À mesure que les cératopsiens évoluaient, leur morphologie devenait plus spécialisée. Les Neoceratopsia, un clade englobant la majorité des formes les plus connues, se caractérisent par une taille généralement plus grande, un mode de vie exclusivement quadrupède et le développement spectaculaire des structures crâniennes. Parmi eux, les Protoceratopsidés sont des intermédiaires cruciaux. Le Protoceratops andrewsi, découvert en abondance dans le désert de Gobi, est un exemple emblématique. Il mesurait environ 2 mètres de long, possédait une collerette bien développée, mais ne présentait pas encore les grandes cornes frontales ou nasales des cératopsiens ultérieurs. Sa mâchoire puissante et son bec tranchant indiquent un régime alimentaire herbivore, capable de couper des végétaux coriaces. La découverte de nids et d'œufs de Protocératops a fourni des informations précieuses sur leur comportement reproducteur et leur stratégie de soins parentaux, suggérant une vie sociale complexe. La diversification maximale des cératopsiens est atteinte avec les cératopsidés, le groupe qui inclut les formes les plus emblématiques et les plus grandes. Ces dinosaures sont divisés en 2 sous-familles principales, les centrosaurinés et les chasmosaurinés. Bien que les 2 groupes partagent la présence de cornes et de colvettes, ils se distinguent par la morphologie de ces structures. Les centrosaurinés, souvent décrits comme ayant des cornes nasales proéminentes et des collerettes plus courtes mais richement ornées de pointes et de bosses, sont des dinosaures robustes. Le Centrosaurus apertus, dont le sous-groupe tire son nom, possédait une seule grande corne nasale incurvée vers l'avant et de petites cornes supraorbitales, avec une collerette relativement courte et pourvue de petites épines.
Le Styracosaurus albertensis est un autre exemple frappant, avec une impressionnante corne nasale longue et droite et 6 grandes épines s'étendant depuis sa collerette. Ces ornements étaient probablement utilisés pour la reconnaissance intraspécifique et pour la sélection sexuelle, comme des signaux visuels au sein des troupeaux. La morphologie de la collerette, en particulier ses fenestrations et ses ornements, variait considérablement entre les espèces de centrosaurinés, ce qui est utile pour l'identification taxonomique. Le Pachyrhinosaurus canadensis est une anomalie notable au sein des centrosaurinés. Au lieu d'une corne nasale proéminente, il possédait une large bosse osseuse sur le nez, interprétée comme un point d'attache pour une corne kératineuse ou comme une base pour des affrontements tête-à-tête à l'image des béliers ou des bœufs musqués actuels. Sa collerette était également complexe, avec diverses excroissances. La découverte de grands lits osseux de Pachyrhinosaurus suggère qu'ils vivaient en grands troupeaux et leur migration saisonnière est une hypothèse plausible. Les chasmosaurinés, en revanche, se caractérisent généralement par de longues cornes frontales, au-dessus des yeux, et des collerettes allongées, souvent fenestrées, perforées par de grandes ouvertures, et plus simples dans leurs ornements périphériques, bien que la complexité varie. Le Chasmosaurus belli est un bon exemple, avec ses cornes supraorbitales relativement courtes, mais une très longue collerette rectangulaire, dotée de grandes fenestrations et de petites épines marginales. Le Triceratops horridus et le Triceratops prorsus sont sans doute les cératopsiens les plus célèbres et par conséquent parmi les dinosaures les plus reconnaissables. Ils possédaient 3 grandes cornes, 2 au-dessus des yeux et une plus courte sur le nez. Leur collerette était massive et pleine, sans grande fenestration, ce qui la rendait particulièrement robuste. La fonction des cornes et des collerettes chez les Triceratops a fait l'objet de nombreux débats. Si la défense contre les prédateurs, notamment le Tyrannosaure rex, est une fonction évidente des cornes, la collerette pouvait avoir plusieurs rôles. Protection du cou, attache pour de puissants muscles masticateurs, thermorégulation grâce à une importante vascularisation, et bien sûr, un rôle primordial dans la communication intraspécifique et la sélection sexuelle. Les différences subtiles dans la courbure et la longueur des cornes, ainsi que dans la forme de la collerette, auraient pu servir à distinguer les individus, l'âge, le sexe ou le statut social au sein des troupeaux. Les variations morphologiques au sein des chasmosaurinés sont également fascinantes. L'Anchyceratops ornatus avait des cornes supraorbitales de longueur moyenne, une corne nasale courte et une collerette allongée avec des encoches distinctives. Le Pentaceratops sternbergi est remarquable pour sa très grande collerette, l'une des plus grandes parmi tous les dinosaures connus, ce qui lui a valu son nom signifiant « face à 5 cornes » en référence à ses 2 grandes cornes frontales, sa corne nasale et les 2 protubérances jugales pointues. L'évolution des cornes et des collerettes chez les cératopsiens est un exemple classique de l'évolution par sélection sexuelle ou de la reconnaissance des espèces. Les structures crâniennes étaient des signaux visuels importants permettant aux individus de reconnaître leurs congénères et potentiellement d'évaluer leur aptitude. L'alimentation des cératopsiens était exclusivement herbivore. Leur mâchoire était équipée d'un bec tranchant, appelé rostral, qui leur permettait de couper des végétaux fibreux. Leurs dents, alignées en batterie dentaire, se renouvelaient constamment et étaient adaptées à une mastication efficace, agissant comme des ciseaux ou des râpes pour broyer la matière végétale. L'usure des dents fossiles indique qu'ils consommaient probablement des fougères, des cycades, des conifères et d'autres plantes à feuilles dures de l'ère mésozoïque. Leur système digestif devait être bien développé pour extraire les nutriments de ces aliments souvent peu digestibles. La paléobiologie des cératopsiens est riche en informations. De nombreuses découvertes de lits osseux ou bone beds contenant des milliers d'individus de la même espèce suggèrent un comportement grégaire prononcé. Ces accumulations de fossiles sont souvent interprétées comme les restes de troupeaux qui auraient péri ensemble lors de catastrophes naturelles, comme des inondations ou des sécheresses. Le comportement social des cératopsiens est ainsi fortement étayé par les preuves fossiles. Vivre en troupeau offrait des avantages en termes de défense contre les grands prédateurs du Crétacé, comme le Tyrannosaure rex et les Dromaeosauridés, et faciliter la recherche de nourriture et la reproduction. Les jeunes cératopsiens devaient être particulièrement vulnérables et la protection au sein du groupe était probablement cruciale pour leur survie. La croissance des cératopsiens est également un domaine d'étude passionnant. L'analyse des cernes de croissance sur leurs os indique qu'ils pouvaient atteindre des tailles considérables en un laps de temps relativement court. La morphologie des cornes et des collerettes évoluait avec l'âge de l'animal. Les jeunes cératopsiens avaient des ornements plus petits et moins développés qui se développaient progressivement à l'âge adulte, atteignant leur pleine taille et complexité à la maturité sexuelle. Cette ontogénie des structures crâniennes est particulièrement bien documentée chez les Tricératops, où des débats ont été tenus sur la possibilité que certaines espèces, comme le Torosaurus, ne soient en fait que des formes âgées de Tricératops, leurs collerettes devenant plus grandes et perforées avec l'âge. Cette hypothèse, bien que controversée, met en lumière la plasticité morphologique des cératopsiens au cours de leur vie.
En somme, les cératopsiens représentent un groupe de dinosaures extraordinairement diversifiés et adaptatifs. Leur succès évolutif, marqué par une large distribution géographique et une grande variété de formes, témoigne de leur capacité à efficacement exploiter les ressources végétales et à développer des stratégies de défense et de reconnaissance complexes. L'étude continue de leurs fossiles, de leur anatomie, de leur écologie et de leur comportement nous offre une fenêtre inestimable sur la richesse et la complexité des écosystèmes du Crétacé supérieur. Leurs caractéristiques distinctives, en particulier leurs cornes et leurs collerettes, ne sont pas seulement des attributs esthétiques, mais des adaptations multifonctionnelles façonnées par millions d'années de sélection naturelle et sexuelle, témoignant de leur place prépondérante dans l'histoire des dinosaures. Les ankylosaures, véritables forteresses ambulantes de l'ère mésozoïque, incarnent une stratégie évolutive fascinante, celle de la défense ultime. Leur nom même, dérivé du grec ancien ankylos signifiant courbé ou fusionné, et sauros pour lézard, fait référence à la fusion de leurs os, une caractéristique clé de leur armure. Ces reptiles étaient bien plus que de simples herbivores. Ils étaient des exemples vivants d'ingénierie biologique, parés pour affronter les prédateurs les plus redoutables de leur époque. L'étude des ankylosaures révèle une histoire de spécialisation remarquable. Leur corps, souvent décrit comme une carapace blindée, était en réalité un assemblage complexe de plaques osseuses ou ostéodermes incrustées dans leur peau. Ces ostéodermes n'étaient pas uniformes, ils variaient en taille, en forme et en épaisseur, allant de petites granules à de grandes plaques polygonales, parfois même ornées de pointes acérées. Cette armure n'était pas statique, elle était dynamique, probablement recouverte de kératine, à l'instar des écailles des reptiles modernes ou des ongles humains, ce qui lui conférait une robustesse accrue et une protection supplémentaire contre les chocs et les morsures. La disposition de ces plaques était méticuleusement organisée. Sur le dos, elles formaient une mosaïque impénétrable, recouvrant l'intégralité du torse, des hanches et parfois même le cou et la tête. Certaines espèces, comme l'Ankylosaurus maniventris, le genre éponyme, possédaient même des boucliers osseux protégeant leurs joues, conférant à leur tête une allure de casque. Cette protection faciale était cruciale, la tête étant une cible privilégiée pour les grands théropodes. Au-delà de cette armure corporelle, une des caractéristiques les plus emblématiques des ankylosaures était sans conteste leur massue caudale. Cette arme redoutable, présente chez de nombreux genres d'ankylosauridés, était formée de plusieurs vertèbres caudales distales fusionnées, surmontées de 2, voire parfois 4 grandes protubérances osseuses. Le poids et la densité de cette massue suggèrent une fonction défensive active. Une frappe bien placée de cette massue pouvait infliger des dommages considérables, potentiellement briser les os d'un prédateur. La force nécessaire pour manier une telle arme avec précision et puissance impliquait une musculature caudale extrêmement développée, avec de puissants tendons et ligaments renforçant la base de la queue. Des études biomécaniques ont tenté de modéliser la force d'impact de cette massue, suggérant qu'elle était capable de générer des forces suffisantes pour fracturer les os, des membres ou des côtes des grands théropodes, comme le Tyrannosaurus rex. La précision d'une telle frappe était également cruciale. Une queue dotée d'un tel appendice nécessitait probablement une grande dextérité pour être utilisée efficacement. L'évolution de cette massue caudale est un exemple fascinant de coévolution prédateur-proie. La pression sélective exercée par les grands carnivores a probablement favorisé le développement de défenses de plus en plus sophistiquées. La présence de la massue caudale n'était pas universelle chez tous les ankylosaures. Les nodosaures, une autre famille d'ankylosaures, ne possédaient pas cette massue, mais compensaient souvent par des épines plus longues et plus proéminentes sur les côtés de leur corps et de leur cou, offrant une dissuasion passive plutôt qu'une arme active. La morphologie générale des ankylosaures était adaptée à leur mode de vie. Leur corps large et bas, leurs membres courts et robustes et leurs pattes larges leur conféraient une grande stabilité, essentielle pour supporter le poids de leur armure et pour s'ancrer au sol lors d'une attaque. La démarche lente et lourde de ces animaux était une conséquence inévitable de leur corpulence. Leur posture au sol était également une stratégie défensive. En se couchant, ils pouvaient protéger leur ventre, la seule partie relativement vulnérable de leur corps. La tête des ankylosaures était petite par rapport à leur corps massif, et leur cerveau était également proportionnellement petit, suggérant que l'intelligence n'était pas leur principal atout évolutif. Cependant, leur sens devait être suffisamment développé pour détecter les prédateurs. Les narines, souvent complexes et en forme de labyrinthe, pourraient avoir joué un rôle dans la thermorégulation ou l'humidification de l'air, ou même dans la détection d'odeurs fines.
Les dents étaient petites, en forme de feuilles, adaptées au broyage de végétaux. Leur régime alimentaire était herbivore et ils devaient consommer de grandes quantités de plantes pour soutenir leur métabolisme. Leur système digestif devait être efficace, probablement avec un intestin long et un processus de fermentation pour extraire le maximum de nutriments des fibres végétales. Des gastrolites ou pierres d'estomac ont été retrouvées associées à certains spécimens d'ankylosaures, suggérant qu'ils utilisaient ces pierres pour aider à moudre les aliments végétaux dans leur estomac, un peu comme le font les oiseaux modernes. La répartition géographique des ankylosaures était vaste, témoignant de leur succès écologique. On a retrouvé leurs fossiles sur plusieurs continents, notamment en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et en Australie, couvrant une période allant du Jurassique moyen au Crétacé supérieur. Cette longévité et cette distribution étendue indiquent une grande adaptabilité à différents environnements. Les espèces variaient en taille, les plus petits mesurant quelques mètres de long et les plus grands, comme l'Ankylosaurus lui-même, atteignaient jusqu'à 8 à 9 mètres de long et pesant plusieurs tonnes. L'étude des fossiles d'ankylosaures continue d'apporter de nouvelles informations sur leur biologie et leur comportement. Des découvertes récentes, comme des empreintes de peau fossilisées, ont permis de reconstituer plus fidèlement l'aspect extérieur de leur armure. L'analyse des pathologies osseuses sur les fossiles fournit également des indices sur les interactions avec les prédateurs. Des marques de morsures sur les ostéodermes ou des fractures guéries sur les côtes suggèrent des affrontements violents. Les ankylosaures ont partagé leur environnement avec une pléthore d'autres dinosaures. Ils coexistaient avec des hadrosaures, des cératopsiens, des théropodes et d'autres herbivores et carnivores, formant des écosystèmes complexes. Leur présence a probablement influencé la dynamique de prédation, obligeant les carnivores à développer des stratégies de chasse adaptées pour contourner leur défense. La locomotion des ankylosaures est également un domaine d'étude. Des modélisations informatiques et des analyses biomécaniques des membres ont été utilisées pour estimer leur vitesse de déplacement. Il est probable qu'ils étaient des marcheurs lents mais puissants, capables de traverser des terrains variés. La structure de leurs membres, avec des os courts et épais, était optimisée pour la portance et la puissance plutôt que pour la vitesse. L'ontologie des ankylosaures, c'est-à-dire leur développement de l'éclosion à l'âge adulte, est un autre aspect intéressant. Les jeunes ankylosaures devaient posséder une armure moins développée et une massue caudale plus petite, les rendant plus vulnérables aux prédateurs. Le développement de leur armure était un processus progressif, avec l'ossification et la fusion des ostéodermes s'intensifiant avec l'âge. Cela suggère que la protection maximale était atteinte à l'âge adulte, lorsque les individus étaient les plus susceptibles de se reproduire. En conclusion, les ankylosaures ne sont pas simplement des dinosaures blindés, ils sont des exemples éloquents de la puissance de la sélection naturelle. Leur évolution vers une armure quasi impénétrable et pour beaucoup une armée défensive active témoigne d'une course aux armes avec les prédateurs de leur époque. Leur succès pendant des dizaines de millions d'années, à travers différents environnements et continents, confirme l'efficacité de leur stratégie. Ces tanks vivants du Crétacé demeurent une source d'émerveillement et de recherche, offrant un aperçu précieux des mécanismes complexes qui ont façonné la vie sur Terre. Les dinosaures, entités emblématiques du registre paléontologique, évoquent spontanément l'image de créatures terrestres colossales foulant les sols préhistoriques de leurs pattes massives. Cependant, une exploration plus approfondie de la taxonomie et de l'écologie du Mésozoïque révèle une diversité bien plus vaste, englobant des formes adaptées à des environnements aériens et aquatiques. Il est crucial, à ce stade, de délimiter rigoureusement les catégories. Les dinosaures, au sens cladistique du terme, sont définis comme le groupe incluant le dernier ancêtre commun des oiseaux et de Tricératops, ainsi que tous ses descendants. Cette définition exclut formellement les ptérosaures, malgré leur cohabitation et leur morphologie volante, car ils constituent un ordre distinct d'archosaures, certes cousins éloignés des dinosaures, mais non des dinosaures eux-mêmes. De même, les grands reptiles marins du Mésozoïque, tels que les ichthyosaures, plésiosaures et mosasaures, bien que contemporains des dinosaures et occupant des niches écologiques aquatiques dominantes, ne sont pas des dinosaures. Ces distinctions sont fondamentales pour une compréhension précise de la paléobiodiversité. Néanmoins, l'évolution ne se limite pas à des cloisons étanches. Au sein même de la lignée des dinosaures, des adaptations spectaculaires ont permis l'exploration et la conquête de nouveaux milieux. La lignée avienne, par exemple, représente l'apogée de l'adaptation au vol chez les dinosaures. Les oiseaux, en effet, sont les seuls dinosaures survivants et sont les descendants directs de dinosaures théropodes.
Ce processus évolutif, s'étalant sur des millions d'années, a vu l'émergence de plumes, initialement pour l'isolation thermique ou l'affichage, puis progressivement pour la portance et la propulsion. Des formes intermédiaires, telles que Archaeopteryx, fossile emblématique du Jurassique supérieur, présentent une mosaïque de caractères reptiliens et aviens. Ces plumes asymétriques, sa furclua au sang V soudé précurseur du bréchet, et la structure de ses membres suggèrent une capacité de vol, bien que potentiellement limitée par rapport aux oiseaux modernes. L'étude de ces spécimens révèle une complexité des mécanismes de vol primitifs, qui impliquaient probablement un vol plané ou un décollage depuis des hauteurs. Au-delà d'Archaeopteryx, la radiation des dinosaures aviens a donné naissance à une multitude de formes volantes au Crétacé. Les Enantiornithes, par exemple, furent un groupe diversifié d'oiseaux qui dominaient les cieux du Crétacé, présentant des morphologies variées, des adaptations écologiques allant des arboricoles aux formes plus terrestres. Leurs épaules et leurs pattes présentaient des caractéristiques primitives, mais leur vol était sans doute efficace. Les ornithuromorphes, le groupe qui inclut les oiseaux modernes, ont également commencé leur diversification au Crétacé, avec des formes comme Ichthyornis, un oiseau marin denté qui partageait des similitudes avec les sternes ou les mouettes actuelles, suggérant une vie passée à pêcher en haute mer. La présence de dents chez ces premiers oiseaux marins est un trait ancestral, perdu par la plupart des oiseaux modernes, et témoigne de leur évolution à partir de reptiles dentés. L'acquisition du vol chez les dinosaures n'est pas un événement simple, mais une séquence de transitions morphologiques et physiologiques. Le Bécanet-d'Amarbre, par exemple, impliquait la réduction du poids, la fusion des os, la pneumatisation du squelette, un système d'os creux connecté aux sacs aériens. Ce système respiratoire, d'ailleurs, est l'un des traits distinctifs des dinosaures théropodes et de leurs descendants aviens, permettant une oxygénation efficace même en plein effort. La complexité de la musculature pectorale, le développement du bréchet pour l'attachement des muscles de vol puissants et la sophistication des plumes en tant que surface portante et propulsive sont autant de marqueurs de cette évolution remarquable. L'étude biomécanique des ailes fossiles et des traces de plumes permet de reconstituer les modes de vol, qu'il s'agisse de vol battu, plané ou de vol stationnaire rudimentaire. Concernant les adaptations aquatiques au sein même de la lignée des dinosaures, le tableau est plus nuancé. La plupart des dinosaures sont décrits comme des animaux terrestres ou semi-arboricoles. Cependant, des preuves émergent suggérant que certains dinosaures non aviens ont également pu adopter des modes de vie semi-aquatiques ou même aquatiques. Le cas le plus emblématique est sans doute celui de Spinosaurus aegyptiacus. Découvert initialement en Égypte au début du XXe siècle, ce théropode géant du Crétacé supérieur a longtemps été représenté comme un prédateur terrestre bipède rivalisant avec Tyrannosaurus rex en taille. Cependant, de nouvelles découvertes fossiles et réanalyses morphologiques ont radicalement modifié notre compréhension de cet animal. Les caractéristiques de Spinosaurus qui suggèrent une adaptation à un mode de vie aquatique sont multiples et convergentes. Sa gueule, longue et étroite, est armée de dents coniques non dentelées, idéales pour saisir des proies glissantes comme les poissons. La position de ses narines, reculées sur le crâne, rappelle celle des crocodiliens, permettant de respirer tout en étant immergés. Ses membres antérieurs étaient relativement courts mais robustes et leurs griffes pourraient avoir été utiles pour la capture de proies aquatiques ou pour se déplacer dans des environnements marécageux. Les membres postérieurs, en revanche, semblaient avoir été proportionnellement plus courts que ceux des autres grands théropodes, avec des pieds plats et de longues phalanges, suggérant une capacité de nage. Certains chercheurs ont même émis l'hypothèse de pieds palmés, bien que les preuves directes de palmure soient rares à la fossilisation. La structure de sa queue est également un indice majeur. Des fossiles récemment découverts ont révélé une queue longue et plate, rappelant celle des salamandres géantes ou des crocodiliens, parfaitement adaptée à la propulsion dans l'eau. Les épines neurales de ces vertèbres caudales étaient très hautes, créant une surface latérale importante qui aurait agi comme une rame puissante. L'analyse isotopique des os de Spinosaurus a également montré un ratio d'isotopes d'oxygène et de carbone cohérent avec un régime alimentaire et un environnement majoritairement aquatique, similaire à ceux des tortues marines et des crocodiliens. Ces éléments cumulés peignent le tableau d'un prédateur exceptionnellement adapté à la vie dans les rivières et les marécages, se nourrissant principalement de poissons géants et d'autres créatures aquatiques de son époque. D'autres dinosaures, bien que moins spécialisés que Spinosaurus, ont pu fréquenter des environnements aquatiques. Des traces de pas de sauropodes, par exemple, ont été trouvées dans des sédiments qui étaient clairement immergés au moment de leur dépôt.
suggérant qu'ils traversaient des plans d'eau peu profonds, même si une nage active n'est pas systématiquement impliquée. L'hypothèse que certains sauropodes, étant pouvoir être semi-aquatiques, se nourrissant de végétation flottante ou de fond, a été débattue, mais les preuves morphologiques solides pour une adaptation aquatique poussée restent limitées. En outre, la présence de dinosaures aviens marins comme Ichthyornis, déjà mentionné, illustre la capacité de la lignée avienne à conquérir les océans. Ces oiseaux étaient probablement des plongeurs de surface ou de faible profondeur, se nourrissant de poissons et de céphalopodes, à l'instar des oiseaux marins actuels. Leur adaptation à la vie marine comprenait des eaux plus denses pour faciliter la plongée, des glandes à sel pour l'excrétion de l'excès de sel marin et des morphologies de bec adaptées à la capture de proies aquatiques. La diversité des oiseaux marins au Crétacé indique une radiation écologique significative dans ce milieu. Il est important de souligner que l'évolution vers des modes de vie aquatiques ou aériens au sein de la lignée des dinosaures n'était pas uniforme ni unidirectionnelle. Elle représente plutôt une série d'expérimentations évolutives où différentes lignées ont exploré différentes niches écologiques avec succès variés. La complexité de ces adaptations, qu'il s'agisse de la mécanique du vol primitif ou de l'hydrodynamisme de Spinosaurus, est un témoignage de la plasticité évolutive de ce groupe animal. L'étude biomécanique des ailes fossiles et des traces de plumes permet de reconstituer les modes de vol, qu'il s'agisse de vols battus, planés ou de vols stationnaires rudimentaires. Au-delà d'Archaeopteryx, la radiation des dinosaures aviens a donné naissance à une multitude de formes volantes au Crétacé. Les enantiornithes, par exemple, furent un groupe diversifié d'oiseaux qui dominaient les cieux du Crétacé, présentant des morphologies variées, des adaptations écologiques allant des arboricoles aux formes plus terrestres. Leurs épaules et leurs pattes présentaient des caractéristiques primitives, mais leur vol était sans doute efficace. Les ornithuromorphes, le groupe qui inclut les oiseaux modernes, ont également commencé leur diversification au Crétacé, avec des formes comme Ichthyornis, un oiseau marin denté qui partageait des similitudes avec les sternes ou les mouettes actuelles, suggérant une vie passée à pêcher en haute mer. La présence de dents chez ces premiers oiseaux marins est un trait ancestral, perdu par la plupart des oiseaux modernes, et témoigne de leur évolution à partir de reptiles dentés. L'acquisition du vol chez les dinosaures n'est pas un événement simple, mais une séquence de transitions morphologiques et physiologiques. La réduction du poids, la fusion des os, la pneumatisation du squelette, un système d'os creux connecté aux sacs aériens, sont des adaptations cruciales. Ce système respiratoire, d'ailleurs, est l'un des traits distinctifs des dinosaures théropodes et de leurs descendants aviens, permettant une oxygénation efficace même en plein effort. La complexité de la musculature pectorale, le développement du bréchet pour l'attachement des muscles de vol puissants et la sophistication des plumes en tant que surface portante et propulsive sont autant de marqueurs de cette évolution remarquable. L'étude biomécanique des ailes fossiles et des traces de plumes permet de reconstituer les modes de vol, qu'il s'agisse de vols battus, planés ou de vols stationnaires rudimentaires. Au-delà d'Archaeopteryx, la radiation des dinosaures aviens a donné naissance à une multitude de formes volantes au Crétacé. Les enantiornithes, par exemple, furent un groupe diversifié d'oiseaux qui dominaient les cieux du Crétacé, présentant des morphologies variées, des adaptations écologiques allant des arboricoles aux formes plus terrestres. Leurs épaules et leurs pattes présentaient des caractéristiques primitives, mais leur vol était sans doute efficace. Les ornithuromorphes, le groupe qui inclut les oiseaux modernes, ont également commencé leur diversification au Crétacé, avec des formes comme Ichthyornis, un oiseau marin denté qui partageait des similitudes avec les sternes ou les mouettes actuelles, suggérant une vie passée à pêcher en haute mer. La présence de dents chez ces premiers oiseaux marins est un trait ancestral, perdu par la plupart des oiseaux modernes, et témoigne de leur évolution à partir de reptiles dentés. L'acquisition du vol chez les dinosaures n'est pas un événement simple, mais une séquence de transitions morphologiques et physiologiques. La réduction du poids, la fusion des os, la pneumatisation du squelette, un système d'os creux connecté aux sacs aériens. Ce système respiratoire, d'ailleurs, est l'un des traits distinctifs des dinosaures théropodes et de leurs descendants aviens, permettant une oxygénation efficace même en plein effort. La complexité de la Le règne des dinosaures, souvent imaginé à travers l'image imposante de géants terrestres, recèle une richesse et une complexité bien plus profondes. Au-delà des théropodes titanesques et des sauropodes colossaux, se déploie un univers fascinant de petits dinosaures dont l'étude révèle une diversité étonnante, tant morphologique qu'écologique. Cette multiplicité de formes et de fonctions, souvent sous-estimée, est pourtant essentielle pour comprendre l'évolution et la dynamique des écosystèmes mésozoïques. Lorsque l'on parle de petits dinosaures, il est crucial de définir le cadre de cette catégorisation.
La taille, en paléontologie, est une variable relative. Un petit dinosaure peut signifier un individu pesant quelques grammes, comme certains compsognathidés, ou un animal de plusieurs dizaines de kilogrammes qui serait considéré comme petit par rapport à un tyrannosaure rex. L'échelle de cette petitesse est donc déterminée par comparaison au standard dominant du groupe. Cette notion de petitesse n'implique en aucun cas une simplicité ou une infériorité évolutive. Au contraire, elle est souvent corrélée à une spécialisation et une adaptabilité remarquables. Les compsognathidae, par exemple, illustrent parfaitement cette diversité au sein de la petitesse. Des genres comme Compsognathus lui-même, découvert en Bavière, ou Sinosauropteryx de Chine, sont des exemples emblématiques de théropodes aviens de petite taille. Compsognathus, avec sa stature gracile et son poids estimé à quelques kilogrammes, était un chasseur agile de petites proies, comme l'indique le lézard fossilisé retrouvé dans l'estomac d'un spécimen. Sinosauropteryx, quant à lui, est célèbre pour avoir fourni les premières preuves directes de plumes chez les dinosaures non aviens, suggérant une thermorégulation active et potentiellement des fonctions de signalisation sociale ou sexuelle. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension de l'évolution des oiseaux en montrant que les caractéristiques aviaires sont apparues bien avant le vol. Parmi les théropodes de petite taille, la lignée des Maniraptora est particulièrement riche en exemples. Les Oviraptorosauria, bien que certains genres comme Gigantoraptor aient atteint des tailles considérables, comprennent également des formes plus modestes. Des genres comme Sitypati ou Kaan, du Crétacé supérieur de Mongolie, mesuraient généralement moins de 2 mètres de long et pesaient une cinquantaine de kilogrammes. Leur morphologie, caractérisée par un bec édenté et une crête distinctive chez certaines espèces, suggère des régimes alimentaires variés allant de l'omnivorie à l'herbivorie ou à la malacophagie, consommation de mollusques. La découverte de nids fossilisés avec des oviraptorosaures adultes en position de couvaison a également fourni des preuves directes de comportements parentaux sophistiqués, soulignant une complexité comportementale souvent associée aux espèces de grande taille. Les Troodontidés, une autre famille de Maniraptora, sont également représentatifs de cette diversité de petits dinosaures. Des genres comme Troodon ou Byronosaurus étaient des théropodes agiles, dotés de grands yeux et d'un cerveau proportionnellement important, suggérant une intelligence et une acuité sensorielle accrue. Leur dentition, caractérisée par des denticules en forme de scie, indique une alimentation carnivore, probablement axée sur de petites proies et des œufs. L'étude de leurs fossiles a également révélé des structures auditives adaptées à la détection de sons de haute fréquence, potentiellement utiles pour la chasse nocturne ou la communication complexe. En dehors des théropodes, d'autres groupes de dinosaures présentent également des représentants de petite taille. Les Ornithischia, souvent perçus comme des herbivores massifs, incluent également des formes naines. Les Heterodontosauridés, par exemple, sont des ornithischiens basaux du Jurassique inférieur et moyen. Des genres comme Heterodontosaurus ou Tianyulung étaient de petits dinosaures bipèdes mesurant généralement moins de 2 mètres de long. Leur caractéristique la plus notable est leur dentition hétérodontée, d'où leur nom, avec des canines proéminentes et des dents post-canines adaptées à la mastication de végétaux. Cette dentition suggère une alimentation omnivore ou herbivore spécialisée, leur permettant d'exploiter des niches écologiques distinctes de celles des grands herbivores. Les Psittacosauridae, une famille de cératopsiens basaux du Crétacé inférieur, sont un autre exemple pertinent. Des genres comme Psittacosaurus, très abondants en Asie, atteignaient rarement plus de 2 mètres de long. Ces petits dinosaures étaient caractérisés par un bec de perroquet, d'où leur nom, et des rangées de soie sur la queue chez certaines espèces, suggérant des fonctions d'affichage. Leur mode de vie était probablement celui d'herbivores, brouteurs ou de fousseurs, se nourrissant de végétation basse. La découverte de nombreux spécimens, parfois conservés en groupe, suggère des comportements sociaux, tandis que des preuves de soins parentaux ont également été identifiées. Même au sein des groupes plus emblématiques pour leur gigantisme, des lignées de petite taille ont émergé. Par exemple, certains sauropodes mains insulaires, comme Magarasaurus du Crétacé supérieur d'Europe, montrent l'effet de la sélection naturelle en milieu insulaire, où les ressources limitées peuvent favoriser la réduction de la taille corporelle. Bien que petit pour un sauropode, Magarasaurus était encore un animal de plusieurs mètres de long, mais nettement plus petit que ses cousins continentaux. Ce phénomène de nanisme insulaire illustre l'adaptabilité extrême des dinosaures à des environnements variés. La petite taille confère plusieurs avantages évolutifs.
Elle permet une diversification plus rapide et l'exploitation de niches écologiques inaccessibles aux grands animaux. Les petits dinosaures pouvaient se faufiler dans des sous-bois denses, se cacher plus efficacement des prédateurs et nécessiter moins de ressources alimentaires par individu, ce qui pouvait être un atout dans des environnements moins productifs ou lors de périodes de stress écologique. Leur métabolisme, bien que sujet à débat pour l'ensemble des dinosaures, était probablement plus rapide chez les plus petits, permettant une croissance et une reproduction potentiellement plus rapides. La physiologie des petits dinosaures est également un domaine d'étude crucial. La régulation thermique, par exemple, présente des défis différents pour les petits et les grands animaux. Un petit corps a une surface relative plus grande par rapport à son volume, ce qui entraîne une perte de chaleur plus rapide. Cela pourrait expliquer la présence précoce de plis chez les petits théropodes qui auraient pu servir d'isolant thermique. D'autre part, la thermorégulation comportementale, comme la recherche d'ombre ou l'exposition au soleil, aurait pu jouer un rôle important. L'alimentation des petits dinosaures était également très diversifiée. Des insectes aux petits vertébrés, en passant par les plantes tendres, les graines, les fruits et même les œufs, la variété des régimes alimentaires a permis à ces dinosaures d'occuper une multitude de rôles trophiques au sein de leurs écosystèmes. Cette spécialisation alimentaire est un moteur clé de la spéciation et de la diversification. Par exemple, la forme des dents et la structure des mâchoires fournissent des indices précis sur leur régime. Les dents acérées et recourbées des petits théropodes indiquent une carnivorie, tandis que les dents en forme de feuilles des petits ornithischiens suggèrent l'herbivorie. La locomotion est une autre facette de cette diversité. Les petits dinosaures étaient souvent bipèdes et cursoriaux, c'est-à-dire adaptés à la course rapide. Leurs membres postérieurs, longs et graciles, combinés à un corps léger, leur auraient permis d'atteindre des vitesses élevées, soit pour échapper aux prédateurs, soit pour chasser des proies agiles. Certains, comme certains compsognathidés, pouvaient même grimper aux arbres, élargissant ainsi leur domaine écologique. L'étude des petits dinosaures est également fondamentale pour comprendre les origines et l'évolution des oiseaux. Les découvertes de petits théropodes plumés en Chine, comme Anchiornis ou Xiaotinga, ont renforcé l'hypothèse que les oiseaux sont des dinosaures aviens et que de nombreuses caractéristiques associées aux oiseaux modernes, comme les plumes, les fusions osseuses et une certaine agilité, sont apparues progressivement chez leurs ancêtres non aviens. Ces cultismes représentent des formes intermédiaires cruciales dans ce grand arbre évolutif. La taphonomie, l'étude des processus de fossilisation, joue un rôle important dans la compréhension des petits dinosaures. Les squelettes fragiles des petits animaux sont plus susceptibles d'être détruits avant fossilisation, ce qui peut créer un biais d'échantilllement en faveur des grands dinosaures. Par contre, des gisements exceptionnels, comme ceux de la formation de Géols en Chine, ont préservé un grand nombre de petits dinosaures avec des détails anatomiques extraordinaires, y compris des impressions de tissus mous et de plumes. Ces Lagerstätten sont des fenêtres inestimables sur la vie des petits dinosaures. En résumé, la diversité des petits dinosaures n'est pas seulement une question de nombre d'espèces, mais de variété d'adaptation et de stratégie de vie. Leur existence même, souvent dans l'ombre de leurs gigantesques cousins, témoigne de la résilience et de l'ingéniosité de l'évolution. Ils ont occupé des rôles clés dans les écosystèmes mésozoïques, participant à la chaîne alimentaire, à la dispersion des graines et à la modification des paysages. L'étude continue de ces petits géants, malgré leur taille modeste, est essentielle pour peindre un tableau complet et nuancé de la vie des dinosaures, bien au-delà des stéréotypes de la puissance brute. Elle nous rappelle que la nature, dans sa splendeur évolutive, privilégie souvent l'efficacité et la spécialisation indépendamment de l'échelle. L'extinction des dinosaures, il y a environ 66 millions d'années, marque une rupture fondamentale dans l'histoire de la vie sur Terre. Cet événement, connu sous le nom d'extinction Crétacé-Paléogène, ou extinction KPG, est l'un des 5 grands épisodes d'extinction massive que notre planète a connus. Sa singularité réside non seulement dans la disparition spectaculaire des dinosaures non aviaires, mais aussi dans la multiplicité des facteurs ayant pu y contribuer, et dans la richesse des preuves géologiques et paléontologiques qui nous éclairent sur ces mécanismes. Longtemps, l'énigme de cette disparition a suscité d'innombrables hypothèses, des maladies fulgurantes aux changements climatiques progressifs. Cependant, le paradigme a basculé avec la proposition d'une cause extraterrestre majeure, l'impact d'un astéroïde. Cette théorie, formulée par Luis et Walter Alvarez en 1980, repose sur la découverte d'une anomalie géochimique significative, une fine couche d'argile, présente à la limite KPG partout dans le monde, enrichie en iridium. L'iridium est un élément rare dans la croûte terrestre, mais relativement abondant dans les météorites et les astéroïdes. Sa présence mondiale à cette époque suggérait un événement global, libérant une quantité massive de matière extraterrestre dans l'atmosphère. La confirmation de cette théorie est venue en 1991 avec l'identification du cratère de Chicxulub, enfoui sous la péninsule du Yucatan au Mexique.
Ce cratère, d'un diamètre estimé à environ 180 km, correspondait précisément à l'âge de l'extinction KPG. L'impact d'un astéroïde ou d'une comète d'une dizaine de kilomètres de diamètre à cette vitesse cosmique aurait libéré une énergie équivalente à plusieurs milliards de fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima. Les conséquences immédiates d'un tel impact auraient été cataclysmiques. L'onde de choc aurait généré des séismes de magnitude extrême, provoquant des tsunamis dévastateurs de plusieurs centaines de mètres de haut qui auraient balayé les côtes du golfe du Mexique et au-delà. L'énergie cinétique de l'impact aurait vaporisé d'énormes quantités de roches, dont des évaporites riches en sulfate, projetant dans l'atmosphère une quantité phénoménale de poussière, de suie, de débris rocheux et de gaz volcaniques. Cette matière éjectée, propulsée à haute altitude, aurait enveloppé la Terre dans un voile obscurcissant. La lumière du Soleil aurait été drastiquement réduite, entraînant un hiver d'impact global. La photosynthèse, processus fondamental à la base de la chaîne alimentaire, aurait été sérieusement perturbée, voire arrêtée, pendant des mois, voire des années. Les plantes terrestres auraient souffert massivement et les phytoplanctons marins auraient été décimés. Cette rupture de la production primaire aurait eu des répercussions en cascade sur les herbivores, puis sur les carnivores. Les écosystèmes, tant terrestres que marins, auraient été confrontés à une famine généralisée. De surcroît, les roches vaporisées par l'impact, notamment les roches carbonatées, auraient libéré de grandes quantités de dioxyde de carbone, tandis que les roches riches en soufre auraient produit des pluies acides. Ces pluies acides auraient ravagé la végétation et acidifié les océans, affectant gravement les organismes marins à coquilles calcaires, comme les ammonites et nombreux foraminifères. Le dioxyde de carbone libéré aurait eu un effet de serre à long terme, mais celui-ci aurait été précédé par une période de refroidissement intense due aux azérosols et aux poussières. L'hypothèse de l'impact est largement acceptée comme le principal facteur déclencheur de l'extinction KPG. Mais il est crucial de considérer d'autres éléments qui auraient pu amplifier ces effets ou rendre les écosystèmes plus vulnérables. La période précédant l'impact n'était pas statique, la Terre connaissait déjà des changements environnementaux importants. En particulier, une activité volcanique intense était en cours dans les trappes du Deccan, une vaste province volcanique située en Inde actuelle. Ces éruptions massives, qui ont libéré d'énormes quantités de lave et de gaz volcanique sur une période de plusieurs centaines de millions d'années autour de la limite KPG, auraient injecté dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, et des aérosols sulfurés. Ces émissions auraient pu contribuer à des fluctuations climatiques, notamment des périodes de réchauffement suivies de refroidissement, et à l'acidification des océans, fragilisant ainsi les écosystèmes avant l'impact. Il existe un débat scientifique pour déterminer si les éruptions des trappes du Deccan ont précédé, coïncidé ou été amplifiées par l'impact de Chicxulub, et quel a été leur rôle précis dans le processus d'extinction. Certaines théories suggèrent que l'impact lui-même aurait pu déclencher ou intensifier l'activité volcanique des Deccan par des ondes sismiques massives se propageant à travers le manteau terrestre. Parallèlement, la configuration des continents était en pleine évolution. La tectonique des plaques modifiait les courants océaniques et atmosphériques, influençant le climat global. Les niveaux marins variaient également, affectant la surface des plateformes continentales et des mers intérieures, habitats cruciaux pour de nombreuses espèces marines et côtières. Ces changements géophysiques, bien que lents à l'échelle humaine, représentaient des pressions environnementales graduelles sur les biotes. Les dinosaures non aviaires, s'ils étaient les créatures dominantes de l'ère mésozoïque, n'étaient pas immunisés contre ces pressions. Il existe des preuves d'un déclin de la diversité de certains groupes de dinosaures dans les millions d'années précédant l'extinction KPG, bien que l'ampleur et la signification de ce déclin fassent encore l'objet de discussions. Certains paléontologues suggèrent que les écosystèmes étaient déjà sous stress, ce qui aurait rendu les dinosaures et d'autres espèces plus vulnérables à un événement catastrophique soudain. D'autres maintiennent que les dinosaures étaient florissants juste avant l'impact. La sélectivité de l'extinction KPG est également un point important. Tous les groupes d'organismes n'ont pas été affectés de la même façon. Les organismes de grande taille, avec des taux métaboliques élevés, des exigences énergétiques importantes et des aires de répartition vastes, ont été particulièrement touchés. C'est le cas des dinosaures non aviaires, des ptérosaures et des grands reptiles marins comme les mosasaures et les plésiosaures. En revanche, de nombreux petits mammifères, oiseaux, les descendants des dinosaures aviaires, reptiles comme les crocodiles et les tortues, et amphibiens ont survécu. Plusieurs hypothèses expliquent cette sélectivité. Les organismes de petite taille auraient pu avoir besoin de moins de nourriture, auraient pu trouver refuge dans des terriers ou sous terre, et auraient des cycles de reproduction plus rapides, leur permettant de s'adapter plus efficacement aux conditions post-apocalyptiques.
Les organismes aquatiques, surtout ceux vivant en eau douce, auraient pu être moins affectés par les pluies acides et les variations de températures extrêmes de l'atmosphère. Les charognards ou les détritivores auraient une source de nourriture temporaire abondante après l'impact. La capacité de se nourrir d'une variété d'aliments, omnivorie, ou de survivre de longues périodes de jeûne, hibernation, aurait également été un avantage considérable. L'extinction des dinosaures a laissé un vide écologique immense. Ce vide a permis l'émergence et la diversification rapide de groupes d'organismes qui étaient restés dans l'ombre pendant des millions d'années. Les mammifères, qui étaient restés relativement petits et nocturnes pendant l'ère des dinosaures, ont connu une radiation évolutive spectaculaire au Paléocène. Ils ont rapidement occupé les niches écologiques laissées vacantes, donnant naissance à une multitude de formes et de tailles et dominant la biosphère terrestre jusqu'à nos jours. De même, les oiseaux ont continué leur diversification, adaptant leurs formes et leurs comportements pour occuper une vaste gamme d'habitats. En résumé, l'extinction KPG est un exemple frappant de la capacité de la Terre à subir des changements environnementaux rapides et radicaux, avec des conséquences profondes et durables pour la vie. L'impact de l'astéroïde de Chicxulub est considéré comme l'événement déclencheur majeur, dont les effets en cascade, hiver d'impact, pluies acides, famine, ont conduit à la disparition d'environ 75% des espèces vivantes. Cependant, il est probable que d'autres facteurs, tels l'activité volcanique des trappes du Dekkan et les changements climatiques et géographiques progressifs du Prétacé supérieur, aient contribué à créer des conditions préalables qui auraient rendu les écosystèmes plus fragiles face à un choc externe d'une telle importe. L'étude de ces événements passés offre des perspectives importantes sur la résilience des écosystèmes, les mécanismes de l'évolution et les risques potentiels pour la biodiversité actuelle et future de notre planète. La compréhension de ces événements passés est fondamentale pour appréhender les dynamiques de la vie et de la Terre sur de très longues échelles de temps. L'héritage des dinosaures, loin d'être un simple chapitre clos de l'histoire géologique, constitue une trame fondamentale qui continue d'influencer notre compréhension du monde naturel, de la biologie évolutive et même de notre propre place dans la biosphère. Ce n'est pas seulement l'étude de créatures disparues, mais la reconnaissance de l'impact profond et persistant qu'elles ont eu et continuent d'avoir sur les écosystèmes, la science et l'imaginaire collectif. Pendant plus de 160 millions d'années, les dinosaures ont dominé les paysages terrestres de notre planète. Cette période, l'ère mésozoïque, est divisée en 3 grandes époques, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Chacune de ces périodes a vu l'émergence, la diversification et parfois l'extinction de lignées distinctes de dinosaures, s'adaptant à des environnements en constante évolution, des supercontinents fragmentés au climat changeant. Leur succès évolutif n'était pas fortuit. Il était le résultat d'une combinaison de facteurs anatomiques, physiologiques et comportementaux qui leur ont permis d'occuper une multitude de niches écologiques. Des herbivores géants aux carnivores agiles, des quadrupèdes massifs aux bipèdes rapides. L'un des héritages les plus tangibles et les plus fascinants des dinosaures réside dans leur descendance directe, les oiseaux. Cette filiation, initialement une théorie audacieuse proposée par Thomas Henry Huxley au XIXe siècle, est aujourd'hui une certitude scientifique, étayée par une quantité écrasante de preuves fossiles, anatomiques et moléculaires. L'étude des dinosaures théropodes, en particulier les coélurosauriens, révèle une mosaïque de caractéristiques progressivement aviennes, allant des plumes et des os creux à la furcula, l'os de la fourchette. Des découvertes spectaculaires en Chine, telles que Archaeopteryx ou Sinosauropteryx, ont fourni des chaînons intermédiaires cruciaux montrant des dinosaures non aviens recouverts de plumes et présentant des structures squelettiques précurseurs du vol. Cette lignée évolutive souligne que l'extinction des dinosaures non aviens, il y a environ 66 millions d'années, lors de l'événement du Crétacé-Paléogène, n'a pas été une fin absolue pour tout le groupe. Une branche a survécu, s'est diversifiée et a conquis les cieux, occupant des niches écologiques qui étaient autrefois la chasse gardée des ptérosaures et des dinosaures aviens plus primitifs. Chaque oiseau que nous observons aujourd'hui, du minuscule colibri au majestueux aigle, de la poule domestique au manchot, est un descendant direct et vivant des dinosaures. Leur persistance témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de la lignée dinosaurienne et offre une perspective unique sur la macroévolution et la survie face à des cataclysmes planétaires. Au-delà de cette descendance directe, les dinosaures ont laissé une empreinte indélébile sur la géologie et la paléontologie.
Leurs fossiles, dispersés à travers les continents, sont des archives inestimables des environnements passés et des climats anciens. L'étude de la distribution de ces fossiles a contribué à la validation de la théorie de la tectonique des plaques, montrant comment des espèces similaires ont pu se retrouver sur des continents aujourd'hui éloignés à l'époque où les masses terrestres étaient encore connectées. Les roches sédimentaires qui contiennent les restes de dinosaures sont de véritables bibliothèques stratigraphiques, racontant des histoires de deltas fluviaux, de plaines inondables, de forêts luxuriantes et de côtes maritimes qui n'existent plus aujourd'hui. L'analyse des sédiments associés aux fossiles de dinosaures permet de reconstituer les paysages de l'ère mésozoïque, les types de végétation qu'ils abritaient et les conditions climatiques qui prévalaient. L'héritage scientifique des dinosaures ne se limite pas à la phylogénie ou à la géologie. Il a également profondément influencé notre compréhension des principes fondamentaux de la biologie évolutive. L'étude de la croissance des dinosaures, par exemple, à travers l'analyse des années de croissance osseuse, a révélé des modèles de développement qui défient les catégories traditionnelles entre les reptiles et les mammifères. Certains dinosaures présentaient des taux de croissance rapides, suggérant des métabolismes élevés, tandis que d'autres croissaient plus lentement, de manière plus ectotherme. Cette variabilité souligne la complexité des stratégies de vie au sein du groupe et met en lumière la nature non dichotomique des systèmes biologiques. De même, l'étude du comportement des dinosaures, bien que souvent spéculative en raison des limites des preuves fossiles, a progressé grâce à des découvertes telles que les nids, les œufs, les pistes de pas et les preuves de soins parentaux. Des sites de nidification collective de Maiasaura, par exemple, ont fourni des preuves irréfutables de comportements sociaux et de la prise en charge des jeunes, des comportements qui étaient autrefois considérés exclusifs aux oiseaux et aux mammifères. L'analyse des marques de morsures sur les os ou des schémas de prédation offre des aperçus sur les interactions proie-prédateur, les stratégies de chasse et les dynamiques des écosystèmes mésozoïques. L'extinction des dinosaures non aviens, causée par l'impact d'un astéroïde il y a 66 millions d'années, constitue également un héritage majeur. Cet événement catastrophique a non seulement mis fin à la domination des grands reptiles, mais a aussi ouvert la voie à la radiation évolutive des mammifères, qui jusque-là vivaient dans l'ombre des dinosaures. Sans cet événement, l'histoire évolutive de la vie sur Terre aurait probablement pris un cours très différent. L'étude de cet événement d'extinction massive a des implications profondes pour notre compréhension des vulnérabilités de la biosphère face aux changements environnementaux rapides et aux catastrophes d'origine extraterrestre. Elle nous informe sur la résilience, les mécanismes de survie et la capacité des formes de vie à s'adapter et à prospérer après des perturbations majeures. Au-delà de la science pure, les dinosaures ont un impact culturel immense et durable. Ils ont capturé l'imagination humaine comme peu d'autres groupes d'animaux. Dès les premières découvertes de fossiles au XIXe siècle, ils sont devenus des symboles de la préhistoire, de la grandeur et de la puissance de la nature. Leur image est omniprésente dans la culture populaire, des livres aux films, des jeux vidéo aux musées. Cette fascination n'est pas seulement un divertissement, elle est un moteur essentiel pour l'intérêt scientifique, inspirant des générations de paléontologues, biologistes et géologues. La capacité des dinosaures à stimuler la curiosité et l'émerveillement est un héritage inestimable, car elle ouvre la porte à l'éducation scientifique et à la compréhension des processus naturels. L'impact des dinosaures sur la pensée philosophique est également notable. Ils nous rappellent l'immensité du temps géologique et la fugacité des espèces. Leur histoire met en perspective la domination temporelle de l'humanité sur cette planète et nous confronte à l'idée de notre propre extinction potentielle. Ils sont des rappels silencieux des forces colossales qui ont façonné et continuent de façonner la Terre et de la nature cyclique de la vie et de la mort à l'échelle planétaire. En somme, l'héritage des dinosaures est multiforme et profond. Il englobe la descendance directe des oiseaux, la compréhension des processus évolutifs, la tectonique des plaques, les extinctions massives et la résilience de la vie. Il alimente la science, stimule l'imagination et nous invite à une réflexion plus profonde sur notre propre existence et notre rôle dans l'histoire continue de la vie sur Terre. L'étude des dinosaures n'est pas seulement l'exploration d'un passé lointain, c'est une clé pour comprendre le présent et anticiper l'avenir de notre planète vivante. Leur ombre immense continue de s'étendre, non pas comme un vestige figé du passé, mais comme une présence dynamique et instructive qui continue de nous éclairer.